La santé mentale au travail, on en parle beaucoup aujourd'hui. Et pourtant, quand une situation concrète se présente, on se retrouve souvent assez seul pour savoir comment réagir. Comment repérer qu'une personne commence à vaciller? Comment aborder le sujet sans maladresse? Et que faire concrètement quand on porte aussi une responsabilité d'équipe ou d'organisation? Pour cette série spéciale de la Minute Humaine, j'ai choisi d'en parler avec le docteur Agnès Martineau-Arbès, médecin du travail, praticienne de terrain depuis de nombreuses années et analyste transactionnelle. Dans cette conversation, il n'est pas question de dramatiser ni de simplifier. Nous explorons plutôt ce qui se joue réellement, les signaux faibles, les hésitations, les situations parfois inconfortables, et les façons d'agir avec justesse dans la durée. Vous n'entendrez pas ici de solutions miracles, simplement des repères, de l'expérience et des pistes pour réfléchir, que vous soyez directement concerné ou en position d'accompagner d'autres personnes. Vous écoutez La santé mentale au travail, une série spéciale du podcast La Minute Humaine. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Agnès. Bonjour Xavier. Bienvenue dans ce deuxième épisode d'une série spéciale que je fais avec toi en tant que médecin du travail. Aujourd'hui, donc, c'est le deuxième épisode. Nous avons vu dans le précédent qu'est-ce qu'était un salarié en difficulté, une personne au travail en difficulté, comment la repérer. Et aujourd'hui, nous allons regarder ensemble comment aller vers cette personne. Qu'est-ce que l'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire, voire qu'on ne doit pas faire. Ce que j'aime bien avec toi, c'est que justement, on démystifie les choses et on favorise des actions favorables pour ces personnes-là. Je te passe la parole sur ce sujet. Je te remercie Xavier. Merci de m'avoir invité à présenter ce sujet qui pour moi est fondamental parce que j'ai trop souvent observé des situations où des collaborateurs étaient en difficulté ou des managers étaient en difficulté. On sait bien que les managers sont des salariés comme les autres, mais c'est bien de le rappeler. Et curieusement, l'environnement de travail n'ose pas intervenir. On se dit « Oh, cette personne ne va pas bien » et on a vu dans le précédent podcast qu'est-ce que ça veut dire, à quels signes on peut voir et comment prendre bien conscience de ces signaux faibles de la personne ne va pas bien. Mais savoir repérer quelqu'un en difficulté et se dire oh, cette personne ne va pas bien, à partir du moment où on en a conscience, on va devoir agir. Parce que la pire des actions devant ces situations, c'est de ne rien faire, d'être spectateur inactif. Ne pas agir devant une personne en difficulté qu'on a repérée, c'est l'enfoncer dans son isolement et c'est aussi montrer à l'environnement de travail et à l'équipe qu'on ne va pas prendre en compte ce qu'ils ressentent. Et c'est très délétère pour le climat de l'équipe, pour l'ambiance de travail et pour la qualité des relations. Donc il est important d'agir, mais pour agir, il faut savoir ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Alors, cette question, comment aller vers un salarié en difficulté, c'est une question qui est une question d'ordre comportemental, mais qui touche aussi aux valeurs de la personne, à sa personnalité, à son histoire et à son éducation. Aujourd'hui, je vais me contenter de dresser une méthode d'intervention pour aller vers une personne en difficulté, mais je pense que le sujet est tellement profond et tellement dense qu'il doit faire l'objet d'une présentation plus approfondie, peut-être à l'occasion d'une formation en ligne. Ce sera le cas, nous travaillerons cela. Très bien. Vous êtes manager, vous avez des collaborateurs et parmi ces collaborateurs, vous vous dites que un de vos collaborateurs ne semble pas aller bien et comme ça fait plusieurs semaines que ça dure, au moins 2 semaines, vous devez intervenir. Donc comment intervenir auprès d'une personne en difficulté pour maintenir une communication de qualité ? Parce qu'il s'agit de ça. Il s'agit de ne pas bloquer la communication, mais au contraire de faire en sorte que la communication soit fluide et soit favorable à l'accompagnement qui va suivre et à la prise en compte de la difficulté de cette personne pour qu'elle se sente en sécurité psychologique. Donc la première chose à faire quand on veut intervenir auprès d'un collaborateur, c'est de libérer un temps suffisant dans son agenda et ne pas attendre 6 mois pour le faire. À partir du moment où vous avez repéré qu'une personne est en difficulté, je vous recommande d'intervenir dans la semaine qui suit ce repérage. N'attendez pas parce que la personne peut s'aggraver, il peut se passer beaucoup de choses en 1 semaine pour quelqu'un qui ne va pas bien et vous vous sentiriez extrêmement coupable de cette situation. Donc il est important d'intervenir à partir du moment où vous avez un doute sur la situation d'une personne. Donc vous réservez une plage horaire et sur cette plage horaire, vous faites en sorte de ne pas être interrompu par des mails, par des coups de fil.
Vous choisissez un endroit calme et confidentiel. C'est la première chose à prévoir. Ensuite, vous devez aller vers la personne et lui parler de ce que vous avez observé. Comment vous allez faire pour lui dire que vous vous inquiétez pour elle? Vous avez l'impression qu'elle ne va pas bien depuis quelques jours. Oui, surtout comment faire pour ne pas être maladroit aussi. Réveiller une susceptibilité chez l'autre. Et pas se faire renvoyer sur les roses. Parce que, en fonction du message que vous enverrez, la personne peut très bien vous dire des choses comme non, t'inquiète pas, ça va aller. Ou bien c'est pas tes affaires, je préfère pas en parler. Ou quelque chose de plus agressif encore. Ou bien tourner les talons et s'en aller sans rien dire. Or, votre objectif, c'est qu'elle vienne dans votre bureau et qu'elle vous expose ses difficultés. Parce que ce sera cet entretien-là qui sera la clé de l'accompagnement que vous mettrez en place ensuite, quitte à avoir le relais dans l'entreprise qui pourra vous épauler pour cet accompagnement, bien sûr. Sachez qu'une personne en difficulté a 4 besoins fondamentaux. Elle a besoin d'être entendue, de pouvoir exprimer ses préoccupations, ses émotions, son mécontentement. Elle a besoin d'être comprise et de comprendre, de recevoir des explications claires sur ce qui se passe dans sa situation. La plupart du temps, elle aura plein de questions par rapport à ce qu'elle vit dans le travail. Elle a besoin de recevoir des indications concrètes, d'être orientée dans son travail. Et elle a besoin d'être encouragée. Elle a besoin beaucoup d'être encouragée et de se sentir reconnue et accueillie. Donc le premier entretien sera un entretien d'écoute. La phrase magique pour éviter de se faire renvoyer, pour éviter qu'elle tourne les talons et pour qu'elle se sente entendue et accueillie, c'est « je suis inquiet, j'ai observé que » et factuellement vous énoncez les faits que vous avez observés. « J'ai observé que ces derniers temps, tu paraissais fatigué, il y a eu quelques retards le matin, tu t'es endormi en réunion, j'ai observé, je ne suis pas là pour te critiquer, je veux en parler parce que il me semble que tu es en difficulté et je souhaite en parler avec toi. Donc nous aurons notre entretien, telle heure, à tel endroit. » En fait, là, le manager va parler en jeu, va dire ce qu'il observe, ce qu'il ressent, ce qu'il... Le fondamental de la communication, c'est qu'il va dire ce qu'il ressent, il ou elle va dire ce qu'il ou elle ressent, par rapport à une situation, par rapport à des faits qu'elle a observés. Il va éviter une certaine accusation ou être vécu comme une accusation par l'autre. C'est exactement ça. Vous n'allez pas dire tu t'es endormi, tu as oublié ça, tu es arrivé en retard 5 fois la semaine dernière. Non, vous n'allez pas dire ça. Vous allez dire je suis inquiet, il me semble que depuis quelques semaines, tu as des difficultés, j'ai observé que, et je suis inquiet, et je souhaite en parler. Ça, c'est la première étape. Et après, il y a quelques techniques de communication pour ne pas bloquer la communication, mais au contraire la favoriser. Et notamment, il y a une méthode qu'on appelle la méthode de la boîte à outils du manager dans ces conditions. Je n'aime pas beaucoup cette expression de boîte à outils, mais en l'occurrence, celle-ci est recevable et entendable. Elle contient 3 outils qui sont essentiels dans le b.a.-ba du management. Le premier outil, c'est l'écoute empathique. Le deuxième outil, c'est ce qu'on appelle le questionnement socratique. Et le troisième outil, c'est la règle des 4 R. Alors, qu'est-ce que c'est que l'empathie, d'abord ? C'est la capacité à reconnaître l'émotion de l'autre. Donc l'écoute empathique va être une écoute où vous allez parler très peu, écouter beaucoup et capter 2 niveaux de communication. Ce que la personne vous dira factuellement, mais ce qu'elle montrera d'émotion. Et vous devrez faire un accusé de réception sur les 2 canaux. Et ce sera important dans les premiers échanges que vous aurez avec votre collaborateur en difficulté, c'est de nommer l'émotion que vous ressentez, que vous avez perçue de son discours. Et dans la formation, je donnerai quelques exemples. Il y a des exemples de postures et de réactions que vous apprendrez à catégoriser en fonction des 4 types de sympathie, apathie, antipathie ou apathie que je viens de nommer. Ensuite, il y a votre attitude à vous-même, votre attitude émotionnelle. Parce que vous aussi, vous êtes un être humain, vous avez aussi des émotions. Et probablement, ce genre d'exercice où vous devez vous entretenir avec une personne en difficulté va générer beaucoup plus d'émotions que vous ne l'aviez pressenti. Et peut-être que vous en aviez déjà pressenti beaucoup. Parce que ça émeut de faire face à l'émotion d'autrui. Et que c'est coûteux de vivre une émotion. Donc, pensez à vous aussi dans la préparation de cet entretien. Pensez à comment vous allez aborder, préparez-vous, pensez aux émotions que vous pourriez ressentir. Soyez prêt à accueillir cette émotion. Soyez empathique avec vous-même. Donc, vos attitudes émotionnelles à vous. Si vous êtes apathique ou antipathique, ou sympathique ou empathique, qu'est-ce que ça va générer comme comportement? Et comment la personne va vivre ça? Si vous n'êtes pas empathique, elle va vivre ça comme un refus de ce qu'elle est en train de vous exposer, comme un déni, et vous coupez la communication. Donc, soyez très très vigilant à ne pas tomber dans l'erreur de l'apathie,
l'antipathie ou la sympathie. Ce serait peut-être utile de dire que l'accueil inconditionnel ne veut pas dire qu'on adhère totalement à ce que l'autre vit, on accueille simplement ce qu'elle vit. Je vais vous donner un exemple pour éclairer mon propos. Le collaborateur arrive dans votre bureau, s'assoit, vous lui dites que vous êtes inquiet, vous exposez pourquoi vous êtes inquiet avec des faits, pas du ressenti, du fait. Et là, il vous dit « Je n'arrive pas à me concentrer, je me sens inefficace ». Et il se met à pleurer. Vous lui tendez un verre d'eau, vous lui tendez une boîte de mouchoirs, et vous décidez d'adopter une attitude apathique, indifférente. Et vous lui répondez « Est-ce que tu as traité le dossier de Martin ?» Ça, c'est à éviter absolument. Vous allez le perdre. Vous allez l'enfoncer et vous allez vous tirer une balle dans le pied si vous faites ça. Donc évitez l'attitude apathique. Si vous adoptez l'attitude antipathique de l'incompréhension, vous répondrez à sa phrase « T'inquiète pas, c'est pas grave, ça va le faire ». Vous niez sa difficulté en disant ça. Et vous voyez, ce sont des phrases d'une banalité farouche. Si vous adoptez l'attitude sympathique, compassionnelle, vous répondrez quelque chose comme « Oh, t'as raison, c'est l'horreur avec cette apnée de dingue. Tu galères vraiment. Oh, j'aimerais pas être à ta place. » Est-ce que vous avez l'impression de l'aider en étant sympathique ? Bien sûr que non. Si vous êtes empathique, vous répondrez sur les deux canaux, les faits qu'il expose et l'émotion qu'il ressent. Quelque chose comme « Je vois que ça te stresse, mais c'est normal. La situation actuelle est vraiment déstabilisante. Tu maîtrises ton métier et tu disposes de toutes les compétences pour réussir. Tu vas être efficace. » Comment on repère l'émotion de l'autre ? La personne a plusieurs voies pour exprimer son émotion. Encore une fois, ça dépend des individus. Donc je vais vous exposer 3 situations et je vais vous exposer les 3 réponses que vous pourriez lui faire quand vous êtes empathique. Soit la personne exprime directement son émotion, de manière verbale. J'arrive pas à me concentrer, je me sens inefficace, ça m'agace, ça m'exaspère, je suis fatiguée. Vous pouvez répondre quelque chose comme « Je vois bien que tu es inquiet ou découragé ou mécontent. On va voir ce qu'on va faire ensemble. » Ou bien la personne exprime indirectement son émotion, par ses propos, mais aussi par son langage non verbal. Elle peut dire la phrase que je viens de citer, et puis être plutôt en posture d'agression, penchée vers vous, un peu trop intrusive, ou au contraire complètement ratatinée sur son siège. Et là aussi vous accueillez. Je vois bien que tu es inquiet. Je vois bien que tu es découragé, ou mécontent, ou en colère, en fonction de ce que vous décryptez, de ce que vous entendez et de ce que vous voyez dans son attitude. Mais il y a aussi des fois où la personne n'exprime rien, et le contexte suggère qu'elle est quand même susceptible de ressentir une émotion. Et là encore, vous ne voyez pas, vous n'avez pas l'impression, mais vous imaginez qu'elle doit être inquiète. J'imagine que tu dois être inquiet, ou mécontent, ou en colère, etc., etc. Donc vous voyez qu'avec la nuance des mots, en fonction de ce que vous observez, vous pouvez faire des accusés de réception où la personne se sent accueillie, se sent comprise, et se sent en sécurité avec vous, et vous lui ouvrez la possibilité de communiquer son ressenti avec authenticité. Deuxième point de l'entretien, le questionnaire socratique. Le questionnaire socratique va consister à interroger la personne, mais ce n'est pas un interrogatoire policier, c'est un interrogatoire empathique, accueillant et ouvert, qui va permettre à la personne avec qui vous discutez une prise de conscience et surtout une prise de recul par rapport à la situation qu'elle vit pour la décoller de son émotion. Donc le questionnaire socratique va permettre une évaluation objective de sa situation de travail, de la situation qui la met en difficulté. Le questionnaire socratique, il a pour but d'apaiser les émotions et de permettre à la personne de passer à autre chose. Vous devez, en quelque sorte, métaphoriquement, danser avec la personne. Elle vous expose des réponses à des questions que vous lui avez faites qui sont des questions ouvertes et vous devez continuer de l'interroger avec le matériel qu'elle va vous donner. À ce moment-là, la personne va passer à ce qui l'anime, c'est-à-dire son travail. Elle va se focaliser sur ce qui s'est passé dans le travail et se décoller de son émotion. Et là, vous pouvez vous dire « Bingo, on est sur la bonne voie, on va pouvoir travailler ensemble à élaborer ensuite les solutions de sortie de sa difficulté. » Si le collaborateur est trop évasif, trop général, vous devrez le pousser à aller plus loin dans sa réflexion. Comme par exemple avec ce type de question. Qu'est-ce que vous pouvez me dire de plus ? Quand vous me dites mes collègues ne me parlent jamais, qu'est-ce que vous entendez par jamais ? Ils ne vous parlent réellement jamais ? Et là, la personne va vous dire si, bien sûr, ils me parlent de temps en temps, et ainsi de suite. Et sans vouloir donner le sentiment de les pousser dans leur retranchement, simplement accompagner la personne pour la faire se questionner sur sa perception.
Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Vous me dites que votre collègue vous a maltraité. Quel mot a-t-il prononcé exactement? Est-ce qu'il a réellement dit « vous êtes un connard » ? Vous êtes un abruti, vous ne savez pas travailler, ou est-ce qu'il a dit autre chose? Pouvez-vous me dire plus précisément les mots qu'il a prononcés? Et vous allez voir ensuite l'histoire se redessiner beaucoup plus factuellement, beaucoup plus pratiquement vers quelque chose qu'il sera possible de travailler. Le questionnaire socratique est un moyen très très puissant d'entretien avec une personne pour qu'elle se sente écoutée, comprise et qu'elle soit même source de solutions et source de propositions pour le travail. Socratique veut dire que tu fais allusion à Socrate. Oui, tout à fait. Comment tu expliques ce lien avec Socrate? C'est l'appellation du questionnaire qui veut qu'on aide la personne à préciser sa pensée. C'est la technique de la maïotique, chère à Socrate, qui questionnait ses interlocuteurs et qui les questionnait tellement, à partir du moment où un interlocuteur lui donnait une opinion, il questionnait l'interlocuteur pour connaître la solidité de cette opinion, sur quoi elle était construite, comment elle s'était construite. Et finalement, c'était parfois très gênant pour les interlocuteurs de Socrate. Heureusement, nous ne sommes pas Socrate et nous n'infligeons pas ce genre d'exercice à tout le monde. Mais l'idée, c'est plus de permettre à la personne de préciser sa pensée, d'être beaucoup plus au clair elle-même, d'attribuer des mots et des faits réels à quelque chose qui s'est transformé petit à petit pour elle, en un magma émotionnel négatif qui la cloue au sol et qui l'empêche d'avancer. Et puis, le troisième outil de la boîte à outils du manager, c'est la règle des 4 R. 4 R comme recontextualiser, remettre dans le contexte, passer du général vers le spécifique. Surtout, si votre interlocuteur a tendance à beaucoup rester dans le flou, il est important que dans votre questionnement, vous l'accompagniez pour qu'il devienne plus précis, pour qu'il s'attache à être plus précis dans ce qu'il raconte. Le deuxième R, c'est pour reformuler. Vous reformulez les propos pour vous permettre d'abord d'être sûr d'avoir compris ce que la personne vous a dit et surtout lui montrer que vous avez compris ce qu'elle vous a dit. La reformulation est une technique puissante de communication dans le sens que vous vérifiez que vous avez bien compris ce qui se passe et la personne est sûre que vous avez compris. Si jamais votre reformulation n'est pas exacte et que la personne trouve que vous êtes à côté de la plaque, elle vous le dira. Elle vous dira « non, c'est pas ça ». Et ça vous aidera à reformuler de manière plus pertinente après son explication. La reformulation est quelque chose de très très important. Et puis le troisième R pour résumer. À un moment donné de l'entretien, vous allez résumer ce que vous vous êtes dit. Ça permet de montrer à la personne que vous avez compris ce qu'elle vous disait, que vous pouvez commenter, la personne se sent comprise, et vous pouvez commencer à bâtir la première pierre du pont vers l'avenir, comme j'ai la coutume de dire, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous êtes compris, et que ce résumé vous convient à tous les deux, vous allez pouvoir décider ensemble de ce que vous allez pouvoir faire. Et c'est le 4e R du renforcement. Renforcement positif, c'est remercier, faire un compliment, donner des signes de reconnaissance et dire bon, à partir de ce que nous nous sommes dit, nous allons pouvoir avancer ensemble. Voilà ce que je te propose. Et on passe à la suite. Voilà pour aller vers le collaborateur. Très bien. C'est très dense, à la fois très pratique, et je pense en effet que ce serait utile d'avoir une formation sur ce sujet-là, et nous allons organiser ça. Comment synthétiser l'indicible et l'émotionnel? Il ne faut pas synthétiser ce qui ne doit pas l'être, et donc au contraire, c'est de développer, d'élargir, d'étendre. Et peut-être faire des petits exercices. Une formation nous permettrait de faire des petits exercices. Merci Agnès pour Merci Xavier. Ta connaissance, ta compétence et ton sourire dans ce podcast qui n'est pas visible mais qui, je suis certain, vont le ressentir. Merci beaucoup. Au revoir Xavier. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode de la Minute Humaine. Ce podcast est né d'une conviction simple. Les questions humaines au travail méritent du temps, de la nuance et des espaces pour en parler vraiment. Et si cet échange vous a fait réfléchir ou si certaines situations résonnent avec votre réalité, vous pouvez prolonger la discussion en vous inscrivant à la newsletter du podcast. J'y partage les rendez-vous qui sont liés à la Minute Humaine, comme des webinaires pour approfondir les sujets abordés, des temps d'échange pour poser vos questions, des formations, des cercles de parole, ainsi que des ressources pour continuer à explorer ces enjeux. L'inscription est gratuite et elle permet surtout de rester en lien autour de ces conversations. Je suis Xavier Eloi, créateur de la Minute Humaine, aux côtés du Dr Agnès Martino-Arbès, qui rappelle souvent que la santé mentale n'est pas un sujet à part, elle constitue le socle vivant des organisations. Alors je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.